Bonjour à tous pour cette avant-dernière conférence de l'année au CEP. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Ognadi, qui est donc professeur à l'Université catholique de Louvain, en particulier dans les domaines de philosophie politique, morale et politique, et qui nous présentera aujourd'hui une conférence sur une théorie critique des mondes numériques, si j'ai bien le titre correctement. C'est le sujet plus que le titre, si vous voulez, je n'ai pas un titre fixe. Donc bonsoir, merci d'avoir invité dans ce cercle intime. Hein, c'est un peu inhabituel pour moi, à vrai dire. Donc c'est très très bien. Je vois ici que vous avez mis la chouette de Minerve, symbole philosophique par excellence. La chouette de Minerve qui, comme vous le savez, s'envole toujours trop tard. Et donc c'est un peu le cas aujourd'hui par rapport au sujet dont j'aimerais vous entretenir. C'est-à-dire le monde numérique, hein, qui en réalité s'impose à nous, sans que on ne l'ait jamais demandé. Et pourtant, je vais essayer de vous le montrer, on va un peu en parler, mais donc, au fond, le numérique nous impose ce que j'appelle des modes de vie. Je vais expliquer ce mot auquel je donne un sens un peu particulier. Nous impose des modes de vie que nous n'avons pas choisis et surtout qui nous affectent énormément, au plus intime. Et donc, nous, on est là à réagir maintenant. Et donc, on est, comme la chouette, en train de se prendre un peu de recul et de s'élever, mais c'est peut-être trop tard parce que le monde est déjà devenu ce qu'il est. Bon, c'est sans doute le sujet d'un débat, de voir au fond exactement quelle forme a pris ce monde numérique et comment en sortir. Bon, vous savez tous que y a la majorité, au fond, enfin il y a une énorme quantité, je dirais, de biens sociaux qui ne sont plus désormais accessibles que par Internet. Vous pouvez, par exemple, même l'inscription aux examens, si vous voulez, est obligatoire, se fait obligatoirement par Internet, réserver une place au restaurant, au théâtre, un voyage, etc. Je n'ai pas besoin de faire la liste. Sans compter le fait que, par exemple, le phénomène qu'on appelle l'ubérisation, hein, avec les taxis Uber, eux sont aussi, je veux dire, tout ce domaine économique là est intrinsèquement lié aux dispositifs numériques, enfin au téléphone intelligent. L'ubérisation, ça ne marche pas si on n'a pas de téléphone intelligent, puisque non seulement pour réserver, voir où sont les taxis, les serveurs, machin, mais aussi parce qu'il faut noter, il faut mettre des appréciations, etc. Tout ça, ça se passe comme ça. Donc tout cet immense secteur de l'économie qui est aujourd'hui tellement en développement, eh bien, est directement dépendant de la numérisation d'une manière générale. Et ça, c'est quand même une nouveauté anthropologique, enfin une situation anthropologique nouvelle dans laquelle nous sommes maintenant. D'une manière générale, nous sommes de plus en plus, d'une part, en situation d'obéir à des machines. On doit obéir à ce que nous dit notre écran, tapez ici, cliquez là, mais sinon vous ne pouvez pas aller, quoi, sinon ça ne va pas, etc. Bon, c'est quand même un phénomène étrange, hein, ça commence avec des choses très élémentaires. Je veux dire, il y a le bip de la ceinture de sécurité qui vous ordonne de la boucler. Tout simplement, etc. Allez voir préenregistrer tout ce que vous voulez. Bon, je n'ai pas besoin de faire d'énumération de tout ça, mais on est dans cette position anthropologique, de devoir obéir à des machines. Et deuxième chose, au moins aussi importante, les relations humaines, d'une manière générale, sont de plus en plus médiatisées par des dispositifs numériques. Alors je pense, je ne vais pas énumérer les 1000 exemples, mais les sites de rencontres par exemple, en fait vous ne rencontrez pas des personnes, vous rencontrez des profils, avec tout le problème du mensonge, etc. Bon, ça pose des tas de problèmes connexes, mais ce que je veux dire c'est que de plus en plus les relations humaines sont médiatisées par des appareils, quoi, par le numérique. À cet égard, je ne sais pas si vous êtes spectateur spectateur de la série Black Mirror. Je ne sais pas si vous la connaissez, sur Netflix, il y a un chapitre que je trouve absolument extraordinaire. D'une manière générale, je trouve la série vraiment tout à fait remarquable, mais il y a un chapitre, c'est le chapitre 1 de la saison 3, qui s'appelle Nosedive, où en fait, chute libre en français, où en fait, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont en évaluation permanente, mais en direct. C'est-à-dire là, maintenant, vous seriez en train, avec votre iPhone, de me
de me regarder puis de me mettre des points, quoi. Voilà, et sans doute ça évoluerait peut-être même pendant la conférence, je ne sais pas, etc. Et alors l'idée, c'est que, enfin je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas vous résumer, enfin vous connaissez, donc l'idée c'est qu'au fond on peut acquérir un certain nombre de biens que si on a un certain nombre de points, par exemple, on peut réserver une voiture de location que si on a 4, je ne sais pas quoi, demander un crédit pour sa maison aussi à un certain taux, etc. etc. Bon, ce qui est de formidable dans cette série par ailleurs, c'est que c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est juste qu'ils prennent une technologie qui pousse un peu plus loin que ce que c'est maintenant. Mais c'est déjà, franchement, très très proche, puisqu'on n'arrête pas d'évaluer les gens, les choses. Dans les toilettes d'aéroport, vous avez toujours, à la sortie des toilettes d'aéroport, vous devez biper rouge, vert, orange, selon votre degré de satisfaction du service, etc. Donc ça, c'est la même chose, c'est de l'évaluation. On est là-dedans de manière permanente. Bon. Outre le fait que qu'on obéit à des machines, que les relations humaines sont médiatisées de plus en plus par des machines, tout ça veut dire aussi que le monde qui nous est le plus proche, parce que ces appareils nous sont très proches, ils nous collent à la peau littéralement, sont aussi ce qui nous est le plus étranger, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Vous savez très bien que, bon voilà, si votre iPhone tombe en panne, vous ne pouvez pas le réparer, c'est juste pas possible, et je pense que la plupart d'entre nous n'avons aucune idée en fait de comment marchent réellement, techniquement, ces appareils. Ça veut dire que la technique rend le plus proche, le plus étranger, en fait. Hein. Tout ça dessine une situation anthropologique, au fond, nouvelle. Alors, quand on est un théoricien critique de la société, comme moi, c'est mon job, si vous voulez, enfin, c'est ma théorie critique de la société. Quand on est face à ce monde, eh bien, on est en particulier devant des auditoires jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui, et les étudiants, etc. On est toujours dans la position difficile quand on prend un regard critique sur ce monde technique, c'est ce que je vais essayer de faire. On est toujours soupçonné, en quelque sorte, d'être un vieux con, tout simplement, qui n'aime pas je vous dis ça parce que, en fait, je viens d'écrire un livre, de finir un livre qui va paraître à l'automne, dont je voulais donner comme pour titre, c'est un livre sur le posthumanisme. Le posthumanisme, c'est ce mouvement qui prétend améliorer l'homme, la nature humaine, par la technique. Bon, et je voulais donner vraiment comme titre de ce livre, Suis-je un vieux con ? Parce que c'était l'impression que j'avais à chaque fois que j'ai donné des conférences sur des choses comme ça. Il y a toujours quelqu'un dans la salle, alors je ne sais pas si ce sera le cas ce soir, enfin là je désamorce un peu le truc à l'avance, mais qui me dit oui, mais bon, vous êtes très bien, très intéressant, mais enfin vous dites tout ça parce que, en fait, vous, les technologies, vous n'aimez pas ça, puis vous êtes un peu déplacé, et puis, etc., etc. Alors une fois j'ai dit au mec, écoutez, là vous êtes en train de dire que je suis un vieux con, vous le dites plus gentiment, mais c'est ce que vous dites poliment, etc. Or, c'est pas la question. Donc ce qui est en jeu, c'est pas du tout, si vous voulez, d'être pour ou contre la technologie, par exemple. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Genre de qui serait contre la technologie. Vous savez, ça n'a aucun sens. Depuis l'aube de la réflexion, on sait très bien que l'homme, l'être humain, j'entends, est un être qu'on appelle exosomatique. Ça veut dire que, en fait, il projette à l'extérieur, enfin, comment dirais-je, il prolonge son corps. Hein, soma, exo, en dehors. Donc il prolonge son corps par des outils qui sont exosomatiques. C'est-à-dire voilà, on a un marteau, ça prolonge évidemment votre force, un tournevis. Bon, et au fond, tout le monde sait ça. D'une certaine manière, tout le monde l'a admis. Bon, il y a des thèses, si vous voulez, il y a des approches différentes de la technique, par exemple, avec Rousseau, etc. Mais si vous voulez, les grands par exemple, il y a un anthropologue au XXe siècle qui s'appelle André Leroy-Gourand, qui a une thèse très très forte, en réalité, où il montre ça sur une base, c'est marrant parce qu'en fait, il montre ça sur une base de biologie mécanique. Il regarde les squelettes préhistoriques, hein, c'est un paléontologue, donc il a trouvé des squelettes, etc., enfin des fragments naturellement de squelettes, et puis en fait il a pu montrer, maintenant je ne vous fais pas de démonstration, c'est pas le sujet non plus, mais il a pu montrer que en fait à partir du moment, comment vous dire, c'est-à-dire l'homme est devenu homme à partir du moment où il est devenu bipède, d'accord ?
vous savez que les singes ne sont pas bipèdes. Les singes utilisent quand même leurs membres avant pour se déplacer. Dès lors que l'homme s'est élevé, alors ça ne s'est pas passé comme ça, hein, ça ne s'est pas passé un matin. Donc là on parle à peu près d'une évolution sur 100 000 ans. Vous voyez, c'est pas rien. Mais bon voilà, il a fallu 100 000 ans pour que l'homme devienne bipède. Et en fait, pour le roi grand, tout a commencé avec la bipédie, et particulièrement deux choses tout à fait fondamentales pour l'hominisation. C'est l'utilisation d'outils, eh ben oui, parce que ses mains se sont libérées, donc du coup il pouvait les utiliser à autre chose qu'à la locomotion. Et deuxièmement, le langage, parce que sa bouche aussi a été libérée, parce qu'elle n'était plus liée simplement à chercher de la nourriture, etc. Mais ça s'est libéré. Et il montre sur une base mécanique les squelettes, sur la forme des squelettes, que comment, en s'élevant progressivement, si vous voulez, la boîte crânienne elle-même s'est ouverte comme ça en éventail, avec le cerveau qui s'est développé comme ça en éventail, tout simplement parce que l'os occipital, ici, le trou occipital, pardon, c'est-à-dire le lieu où la colonne vertébrale entre dans le crâne, si vous voulez, chez nous, c'est devenu comme ça, alors qu'avant c'était comme ça. Quand on est à quatre pattes, si vous voulez, la forme c'est comme ça. Et alors donc les deux bras avant doivent toucher le sol. Plus on s'élève, hop, ça s'élève comme ça, et ici se dégage le cerveau. Donc double gain au fond pour l'homme. Donc ce que je veux dire, là je suis un peu long sur ce détail, enfin c'est pas vraiment un détail pour nous, mais ce que je veux dire c'est que, vous voyez, la fabrication d'outils, en fait, hein, ces outils exosomatiques sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire c'est absolument consubstantiel à l'homme, vous voyez, au fait de devenir homme, de devenir hominidé. Donc, critiquer la technique, ça n'a juste aucun sens. Nous sommes des êtres naturellement techniques, nous sommes devenus hommes, au fond, parce que nous sommes devenus techniques. On peut tourner ça dans tous les sens, on peut faire des belles formules comme ça. En tout cas, la technique appartient intrinsèquement à l'être humain. Donc, c'est absurde d'être contre la technique. Vous voyez, en revanche, et c'est là que... Donc, c'est pas parce qu'on critique le monde numérique, par exemple, que on est contre la technique. Moi, je suis un utilisateur aussi du numérique, comme n'importe quel chercheur. Le numérique, ça lui a bouleversé la vie. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de numérique, et je devais donc, si je voulais un article, etc., je devais me déplacer même d'une ville à l'autre, si on n'avait pas dans la bibliothèque, avoir des photocopies, ça prenait 3 semaines pour faire venir... Enfin, vous voyez, je veux dire, maintenant, 2 clics, on est dans toutes les universités du monde. Personne ne peut nier les avantages du numérique. C'est un exemple infime parmi... 1000 autres. Donc, il n'est pas du tout question des technophobes, de ne pas aimer la technique. En revanche, on peut néanmoins prendre un regard critique sur la technique. Et sur ce point, il y a une distinction essentielle à faire, justement, pour critiquer la technique sans être technophobe, si vous voulez. La distinction essentielle à faire, c'est de distinguer entre l'innovation, la logique de l'innovation technologique, c'est-à-dire comment, au fond, la technique évolue, progresse, trouve des nouvelles choses, et puis la logique de l'hégémonie, c'est-à-dire la manière dont la technique étend son emprise sur la société. C'est deux choses tout à fait différentes. Et elles ne sont pas liées, elles ne sont pas intrinsèquement liées. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, ça fait partie de manière immanente, intrinsèque à la technique d'évoluer, de trouver de nouvelles solutions, d'inventer, de progresser. Depuis l'âge de silex jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez, c'était une constante progression. On ne peut pas reprocher à la technique d'innover, de trouver toujours des nouvelles choses. Ce serait aussi absurde que de reprocher à un enfant de grandir, si vous voulez. Vous voyez, voilà. Donc l'innovation en tant que telle, donc le progrès technique qui répond à chaque fois à des problèmes techniques qu'il essaie de résoudre avec des nouveaux moyens, etc., tout ça est inhérent à la technique. En revanche, la logique de l'innovation dont je vous parle, qui est intrinsèque à la technique, n'est pas la même chose que la logique de l'hégémonie. C'est-à-dire le fait que nous soyons vraiment sous l'emprise de la technique et de plus en plus sous l'emprise de la technique. Vous voyez, la domination technique, je veux le dire en termes un peu heideggeriens, la domination technique n'est pas elle-même un phénomène technique. La domination technique n'est pas elle-même un phénomène technique. La domination technique, c'est un phénomène économique, commercial, politique, etc. On pourrait mettre là énormément de facteurs. C'est sûr que, par exemple, dans notre monde, l'emprise de la technique, si vous voulez, le bras armé de l'emprise de la technique, c'est le marché. C'est évident. C'est par le marché qu'au fond, la technique
s'impose. Et donc, vous voyez, si on veut analyser l'emprise technique sur le monde, on ne doit pas faire une analyse technique ou technologique des appareils. On doit faire une analyse, je dirais, multifactorielle, si vous voulez, interdisciplinaire, de comment est-ce que la technique s'impose à nous. Quels sont les facteurs qui font que ça peut être les facteurs culturels, encore une fois, les facteurs économiques, psychologiques, il peut y avoir plein de facteurs, si vous voulez, mais l'emprise n'est pas elle-même un problème technique. Et donc, c'est très important, je pense, de faire cette distinction entre la logique de l'innovation et la logique de l'hégémonie. C'est ce qui permet de critiquer l'emprise de la technique sans critiquer la technique elle-même. D'accord ? Et donc, de ne pas passer pour un vieux con, si vous me permettez. Bon. Alors, j'en viens plus directement à la question du numérique. Souvent, on dit, justement, comme je viens de vous le rappeler sommairement, l'homme a toujours été technique, technologique, si vous voulez, ça a toujours été un être exosomatique. Hein, les animaux ne sont pas des êtres exosomatiques. Les animaux ne fabriquent pas des choses à l'extérieur de leur corps pour avoir le rapport au monde, si vous voulez. Bon, nous, on a besoin de ça. Regardez, tout ça, c'est exosomatique. C'est nous qui l'avons construit. Bien. Et donc, on dit souvent, au fond, le numérique, au fond, c'est qu'un pas de plus. Au fond, c'est quand on a franchi une marche technique, technologique, justement, de plus, et donc, au fond, il y a un continuum depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et que donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste que, bon, ça marche mieux, le numérique, ça marche mieux, c'est plus pratique, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça nous rend plein de services, etc., mais qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, puisque, au fond, la technique, précisément à cause de ce que je disais, c'est l'homme ayant été tout le temps, de tout temps, si vous voulez, et comme je viens de le montrer, dès l'origine, un être exosomatique, eh bien voilà, au fond ça continue. Il faut répondre à cette question. On ne peut pas critiquer le numérique ou l'emprise du numérique si on ne répond pas à cette question, parce que effectivement cette question, si vous voulez, en plaçant cette technique dans la continuité du développement technologique humain, donc voilà, on ne s'alarme pas. Alors, à ce moment-là, on serait vraiment un vieux con, en quelque sorte, juste parce que quelque chose est nouveau, etc., on s'alarme. Alors qu'il n'y a pas de lieu de s'alarmer, puisque de tout temps, ça a été le cas. Vous voyez l'objection. Donc, est-ce que le numérique représente quelque chose de fondamentalement nouveau ? Eh bien, moi, je pense que oui. Je pense que oui, et je vais essayer de rapidement vous expliquer pourquoi. Ça tient en une phrase, en fait, en une formule. C'est que les objets numériques, les dispositifs numériques que nous utilisons, nos appareils numériques, eh bien, leur grande nouveauté, c'est que, me semble-t-il, en fait, ils ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Alors, il faut que je m'explique là-dessus. Ils ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Vous allez comprendre immédiatement. Avec l'exemple de Facebook, qui était d'actualité et qui est encore d'actualité. Facebook, c'est, en fait, vous l'utilisez, nous l'utilisons, enfin moi je ne l'utilise pas, mais vous l'utilisez, je l'ai utilisé, je me suis retiré, mais on l'utilise, disons, voilà, comme ça. On l'utilise pourquoi ? Pour communiquer, pour retrouver des anciens amis qu'on avait perdus de vue. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est important de les retrouver, parce qu'on les a perdus de vue, c'est que c'est pas si important. Mais bon, pour archiver, s'archiver soi-même, faire des souvenirs, transmettre des souvenirs, envoyer les photos de ses sushis, etc. Voilà à quoi vous l'utilisez. Voilà à quoi on utilise Facebook comme un outil, on va dire, de communication dans ce sens large. Mais le problème, et l'actualité récente, de la semaine dernière en fait, ou il y a 2 semaines, l'a montré, c'est que Facebook, c'est pas fait pour ça. Vous l'utilisez pour ça, nous l'utilisons pour ça, mais Facebook, c'est pas fait pour ça. Facebook, c'est fait pour récolter un maximum de données, pour extraire un maximum de données. Vous voyez ? Quand on utilise un marteau, on utilise un marteau pour l'utilité du marteau. On sait ce que c'est. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. La machine à vapeur, c'est la même chose. Je dis le marteau, mais je pourrais dire la machine à vapeur.
Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut avec la machine à vapeur. C'est un moyen pour une fin donnée qui nous est utile. Ici, on est dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour quelque chose, mais en fait, vous êtes vous-même utilisé. Oui, vous êtes vous-même utilisé. C'est pour ça que je dis, ces objets connectés et ces dispositifs connectés ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. L'extraction de données, tout le système repose sur en fait l'extraction de données. Vous voyez, ce qui me semble par conséquent extrêmement important ici, c'est de faire de nouveau une distinction. Les philosophes aiment bien les distinctions, mais oui, elles sont opératoires et nous permettent de voir les choses un peu différemment et j'espère de manière un peu plus critique. C'est à ça que ça sert, les distinctions. C'est pas pour faire des distinctions pour plus plaisir cognitif. Vous voyez, la distinction à faire ici, c'est la distinction entre l'outil et le système. L'outil, c'est l'outil tel que nous l'utilisons. Ce à quoi nous l'utilisons. Facebook, vous l'utilisez pour faire pour la communication, l'archivage, etc. Ça, c'est le point de vue. Là, quand je dis ça, on se met du point de vue de la première personne, du point de vue du jeu, du point de vue de l'utilisateur de son dispositif numérique. D'accord ? Pour l'utilisateur, pour le jeu qui utilise ces appareils, eh bien, l'appareil précisément apparaît comme un outil. Un outil pour une fin, quand on regarde notre horaire de train, dans le numérique, etc., on l'utilise vraiment comme un outil. Mais il faut, justement, si vous voulez, le numérique nous montre qu'il faut distinguer de cela. On est obligé maintenant, parce que le système marche comme ça, au fond, on est obligé de distinguer ce point de vue, de dissocier le point de vue de l'utilisateur du point de vue du système. Distinguer le point de vue du jeu, la première personne, du point de vue du système, parce que tout ça est mis au service du système. D'accord ? D'un vaste système qui siphonne vos données et vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous ne savez pas à quoi ces appareils servent. Les big data, c'est ça. Les fameuses big data qui posent énormément de problèmes pour des tas de raisons, dans des tas de domaines. Mais c'est ça, les big data, les big data, ils ne les trouvent pas, je ne sais pas où, hein, c'est vous qui les donnez, enfin vous, c'est nous, parce qu'il n'y a pas que Facebook, hein, je veux dire, demander son horaire de train sur son truc, et géolocaliser, tout ça c'est des données qui partent quelque part. Bon, c'est ça les big data. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est ça la grande nouveauté, c'est ça, c'est que jamais les outils, jusqu'au numérique, si vous voulez, jamais les outils n'ont été faits pour autre chose que ce pourquoi on les utilise. D'accord ? Or ça, voilà, il y a une rupture maintenant entre l'outil et le système. Et c'est précisément en distinguant ces deux perspectives qu'on va pouvoir trouver une approche critique, si vous voulez. Parce qu'effectivement, si c'était qu'un outil comme les autres, alors il n'y aurait pas de quoi critiquer, parce qu'on dirait, ben voilà, c'est un outil comme le marteau. Sauf que c'est numérique, mais au fond, voilà. Donc à ce moment-là, effectivement, on pourrait arguer du caractère exosomatique de l'être humain, et que voilà, c'est juste des outils numériques. Mais justement, nous sommes, la réalité, si vous voulez, de notre vie sociale, nous oblige désormais à distinguer ce point de vue strictement de l'utilité de l'outil, du point de vue du système qui nous met à disposition, en quelque sorte, ces outils et qui nous le met à disposition pour son profit, d'une certaine manière. Je parle de profit dans tous les sens du terme, et surtout économique, parce que vous savez que cette entreprise est extraordinairement profitable. C'est le business model. C'est le business model de tout le système. C'est-à-dire que vous donnez gratuitement vos données, parfois sans le savoir. Alors maintenant, ça va changer en Europe, vous le savez, il y a un nouveau règlement qui va entrer en vigueur le 25 mai prochain, le RGPD, le règlement général de la protection des données, exactement, merci. Donc qui fait un pas important dans le sens de la protection des données, mais néanmoins, donc le business model, c'est quand même celui-là, c'est qu'il y a ce siphonnage extraordinaire. Quelqu'un me disait l'autre jour que oui, mais bon, au fond, c'est normal, puisque au fond, c'est win-win.
Donc en fait, c'est un échange, me disait la personne. Il me disait, c'est un étudiant d'ailleurs, qui me disait, bon, ben, nous on a un service, tous les services numériques, et puis nous, on donne nos données, quoi. Puis, comme on donne nos données, c'est gratuit, donc win-win. Je vois l'argument, si vous voulez, c'est un argument fort. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est comme ça que les GAFA, hein, comme on les appelle, veulent nous faire adhérer en fait au ce système. Sauf que dans ce win-win, si vous voulez, vous faites un contrat un peu asymétrique, parce que vous donnez quelque chose, certes, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce qu'ils en font. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'ils en font, et le problème est d'autant plus aigu, je dirais, que ce qu'ils en font se répercute, non seulement sur vous personnellement, mais se répercute sur l'ensemble de la société. Et donc, bon, c'est quand même une banalité que je dis là, j'espère que c'est la première, mais elle est quand même très importante de garder systématiquement en tête quand même, quand on commence à parler de ces choses, que le projet numérique, le projet des GAFA, c'est un projet éminemment commercial. Il est fait pour ça. Je veux dire, c'est très important de le dire, parce que eux, ils disent qu'ils font ça pour notre bien. Mais c'est pas vrai. Ils font pas ça pour notre bien. Ils utilisent ce qui est notre bien, parce que ces trucs sont pratiques. Donc, je répète. Pas besoin, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc c'est super pratique, c'est super bien, c'est tout ce que vous voulez, confortable, etc. Mais ça, pour eux, c'est juste leur manière de nous harponner, de nous hameçonner en quelque sorte. Pour nous faire adhérer au système, ils nous vendent des choses qui marchent bien, qui sont utiles, qui sont agréables. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Et je pense que c'est une chose tout à fait essentielle. Et c'est l'intelligence du système, effectivement, de nous faire adhérer si facilement à un système qui est quand même schizophrénique, hein, d'une certaine manière, parce qu'à cause de cette dissociation entre le jeu et le système que je vous ai dit, il y a quelque chose de profondément schizophrénique là-dedans, puisque, in fine, ça se répercute sur nous, encore une fois. Mais donc, c'est l'intelligence, au fond, du système, parce que, comme vous le voyez, au fond, c'est la raison pour laquelle nous adhérons si facilement au système. Parce qu'il nous fait du bien, n'est-ce pas? Parce que c'est, encore une fois, c'est pratique, c'est jouissif, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment... une chose que je dis quand même régulièrement à mes étudiants, c'est qu'on peut bien critiquer le capitalisme, alors critiquons-le, ô combien. Mais la première chose à dire sur le capitalisme, c'est qu'il est extraordinairement intelligent. Donc il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le capitalisme crée des besoins auxquels il est capable de répondre, et auxquels il est capable de répondre il crée des besoins qu'il est de plus en plus en mesure, si vous voulez, de satisfaire. Et alors, cette façon de satisfaire les besoins de chacun est extrêmement importante pour la reproduction du système, pour la manière dont le système étend son emprise et progresse. Parce que la fragmentation, en fait, et l'individualisation de chacun d'entre nous, de chaque catégorie socio-professionnelle, de chaque type d'utilisateur est extrêmement importante, et c'est ça qui fait avancer le système. C'est-à-dire qu'il fragmente, je dirais, le marché, ou il fragmente les utilisateurs. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, les porteurs je sais pas, les diabétiques, par exemple, on leur a fait maintenant une lentille de contact connectée qui donne le taux de glycémie immédiatement, etc. Très pratique, très utile. J'ai parlé déjà des bibliothèques pour les chercheurs. Vous voyez, c'est un tout autre public. Pour les vendeurs, la gestion des stocks, etc. Le public est super fragmenté, en fait, et pour chaque fragment de public, pour chaque tranche de salami, si vous voulez, du public, il y a une application, une nouvelle application, quelque chose qui va vous être utile, etc. Et donc la fragmentation est très importante parce que chacun y trouve son compte. Je veux dire que chaque personne prise en particulier trouve son compte à acheter ou utiliser telle ou telle application, tel ou tel dispositif, mais c'est précisément cette fragmentation, c'est-à-dire chacun le voit qu'à travers sa fenêtre, ou à travers son utilité, ou à travers son intérêt, vous voyez, ou son besoin à satisfaire, chacun ne voyant que ça en tant que jeu, en tant qu'utilisateur, celui qui utilise l'outil, chacun ne prenant que la perspective du jeu, eh bien, il ne voit pas qu'en réalité, c'est la multiplication à l'infini et le plus possible, individualiser le plus possible le public, qui permet au système d'avancer comme système.
Vous voyez? Parce qu'au bout du compte, on ne se rend pas compte. Donc nous, on utilise ça, ah oui, c'est super, la lentille de contact, et puis les taxis Uber, et puis la bibliothèque, et puis etc. Donc tout ça, c'est très bien pour chacun d'entre nous. Au total, on se retrouve avec un monde entièrement numérisé, quoi, globalement. Et c'est ce qu'ils veulent, évidemment. C'est ce que veut absolument le système. Je vous rappelle que les fondateurs de Google, ils ont dit, c'est pas un scoop, hein, c'est quelque chose dont c'est facile, la citation sur Internet, ils disent, nous, ce qu'on veut, ils disaient ça il y a déjà une quinzaine d'années, nous, ce qu'on veut, c'est organiser toute l'information, et ils n'ont pas dit de la société ou de tel pays, là, on veut organiser toute l'information de l'univers, disons. De l'univers. Vous voyez, c'est un vaste programme, quand même, hein. Bon. Ils ne font pas ça pour nos beaux yeux. Ils font ça parce que, en contrôlant toute l'information ou organisant, comme ils disent, l'information, organisant toute l'information de l'univers, eh bien, ils veulent être le propriétaire exclusif de ces informations. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est l'enjeu, c'est l'immense enjeu autour duquel gravite, au fond, tout ce système. Le but de ce projet numérique, projet commercial, c'est de dresser une espèce de carte algorithmique complète de nos comportements. C'est ça qui non seulement qu'ils veulent, mais c'est ça qu'ils font. Enregistrer au maximum nos comportements pour, au final, j'en suis persuadé, les piloter. Piloter nos comportements. Au fond, c'est à cela qu'ils veulent nous... Enfin, c'est à cela qu'on est déjà, en quelque sorte, accoutumé par cette multiplication infinie de toutes ces applications et de tous ces domaines d'application. Si je puis dire, on le voit à des exemples très simples. Vous connaissez tous les cookies qui s'infiltrent dans nos ordinateurs pour au fond, pister nos recherches. Vous savez très bien que si vous avez acheté une paire de chaussures sur Zalando, pendant 2 mois, on vous balance des publicités de Zalando, etc. Mais ça, c'est encore pas grave, ça c'est juste énervant. Mais puisque en même temps on est géolocalisé la plupart du temps, maintenant, quand vous allez dans un centre commercial, ici à l'Esplanade, tout d'un coup vous recevez une alerte, 20 mètres à gauche, au magasin machin, vous avez une paire de chaussures, une bouteille de vin, ce que vous voulez, susceptible de vous intéresser, parce que au fond, eux, récapitulant l'ensemble des informations qu'ils ont sur vous, savent que, au fond, c'est ça que vous voulez. Bon, résultat des courses, tout le système fonctionne, au fond, sur la répétition du même. C'est-à-dire, eux, au fond, c'est récapitulatif, en fait. Tout le système marche sur la récapitulation. On récapitule tous vos comportements passés, et toutes les informations sont bonnes, n'importe lesquelles, pas seulement le vin que vous aimez, ou la bière que vous aimez, etc. Tout, la date de naissance, votre nom, votre famille, vos amis, ce que vous avez préféré, le film que vous avez vu, le truc, etc. Toutes ces informations, c'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Pour ceux d'entre vous qui sont sur Facebook, vous pouvez aller dans Facebook, vous allez dans les paramètres, en haut à droite, vous faites défiler le rouleau, le machin, le menu déroulant. Tout en bas, il y a un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que moi je ne suis plus sur Facebook, donc je n'ai pas pu vérifier, mais je l'ai fait avec quelqu'un qui l'a fait, mais je ne me rappelle plus. Tout en bas, il y a un truc sur les informations, l'utilisation des informations, etc. Il y a de nouveau un menu. Tout en bas de ce troisième menu, donc c'est quand même juste 3 clics, vous pouvez vous faire envoyer par mail, par Facebook, toutes les utilisations qui ont été faites de vos données. Toutes les boîtes auxquelles vos données ont été envoyées. Eh bien, faites-le. Ça vous prend 3 clics, ça ne vous coûte rien. Vous allez recevoir un mail avec la liste complète. Et là, vous allez tomber des nues. Tout est noté. Tous vos déplacements, vos heures etc. Tout est utilisé. À votre insu. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous voyez qu'au fond, oui, c'est ça, tout ça est récapitulatif, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au fond, on veut par exemple, pour le cas des cookies, c'est très clair. Mais c'est juste un exemple, hein, c'est juste la métaphore du système, parce qu'en fait, ça marche comme ça dans tous les domaines. Donc, l'idée des cookies, c'est d'automatiser votre désir. Et donc, d'automatiser votre geste d'achat. Ce qu'ils veulent, c'est que vous cliquiez le plus vite possible. C'est le seul but. Vous voyez, et pour ce faire, ils sont redoutables. Et des fois, c'est vraiment bien. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'achète
Maintenant, de nouveau, moins, parce que voilà, mais en même temps, c'est super pratique, des livres sur Amazon. Bon, alors on fait tout le temps des suggestions, et plus vous avez commandé de bouquins, ou plus vous avez même consulté de bouquins, ils n'ont pas besoin, ils notent aussi ce que vous avez consulté, ils savent les pubs que vous avez regardées, combien de temps vous les avez regardées, etc. etc. C'est totalement infernal, mais donc, ils font des suggestions intéressantes. Il m'est arrivé d'acheter des suggestions, bon, toujours à contre-cœur, parce que je me dis, là, j'entre vraiment dans leur jeu, quoi, etc. Mais de fait, le livre qu'ils me proposaient m'intéressait vraiment, ils étaient tombés justes. Sauf que, vous voyez que le système est, comme je le disais, récapitulatif. C'est-à-dire qu'il vous fait que répéter des comportements que vous avez déjà eus. Il affine les comportements, il essaie de deviner les comportements que vous avez déjà eus. Résultat des courses, vous êtes dans un enfermement numérique, en quelque sorte. Hein, c'est que vous faites que ce que vous avez déjà fait. Vous ne découvrez que ce que vous avez déjà découvert. Donc, en d'autres termes, vous ne découvrez rien du tout, précisément. Vous voyez? Et c'est ça le pilotage, au fond. Il y a une forme de pilotage, une forme d'automatisation, et au final, une volonté d'automatiser la société, d'une certaine manière. C'est-à-dire de nous rendre chacun absolument fonctionnel à ce que nous sommes. Alors, ce n'est pas une automatisation qui vient... qui est étatique, si vous voulez, c'est pas le nazisme, c'est plus redoutable que cela, dans le sens où c'est une espèce d'automatisation volontaire, enfin à laquelle on consent, puisque en fait c'est nous, en cliquant, en allant voir les sites, etc., qui alimentons ce système et qui le favorisons. Et donc, moi je crois, si vous voulez, pour le dire un peu à la manière d'Hannah Arendt, tout ça tend globalement, finalement, à la destruction de la vie de l'esprit. Voilà, je le dis comme ça, c'est un peu pompeux, mais je le crois vraiment. Vous voyez, dans le désir, avec les cookies, vous voyez, on veut vous faire acheter des trucs que vous désirez, dont on pense que vous pouvez les désirer, et donc que vous pouvez les acheter. Vous voyez, dans le désir, si on prend cette dimension anthropologique du désir que nous avons pour une chose, pour une personne, etc., ben, vous savez bien, nous ne sommes pas entièrement numérisés, donc vous savez bien que dans le désir, il y a toute une épaisseur, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on cherche, on hésite, on a peur, on se demande, on essaye, on se trompe, on revient, on remet à plus tard, on procrastine, etc. C'est toute l'épaisseur du désir, que ça concerne un objet ou une personne, vous voyez, on n'ose pas, on ne sait pas, etc. Voilà, ça c'est la vie de l'esprit. Hein, on n'est pas à s'emparer des choses mécaniquement ou animalement, on réfléchit, on hésite, on évalue, c'est la vie de l'esprit. Eh bien, l'automatisation de l'acte d'achat, qui joue sur le désir, veut automatiser le désir, et donc détruit la vie de l'esprit, détruit toute cette épaisseur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous cliquiez le plus vite possible. D'accord? Donc justement, que vous ne réfléchissiez pas, que vous n'hésitiez pas, que vous ne doutiez pas, qu'il n'y ait pas toute cette épaisseur. Ils veulent éliminer toute cette épaisseur. C'est dans ce sens, vous voyez, je prends l'exemple des cookies, mais à vous de généraliser un peu, je pense, à l'ensemble du mécanisme. Tendanciellement, si vous voulez, ce qui est visé, visé, c'est la destruction de la vie de l'esprit. Bien. Alors, j'en viens à une problématique plus politique par rapport à cela. C'est que on a ce système, bon, on pourrait décrire encore longuement tous ses effets, etc. Mais le problème, c'est que en réalité, nous ne sommes pas équipés, moralement et politiquement, pour résister à ce système. On n'a pas les outils éthiques et politiques adéquats pour résister à ce système. Il faut que j'explique ça parce que ça me semble en réalité tout à fait fondamental. Je vous ai expliqué que, au fond, le système étend son emprise par fragmentation. D'accord? Le problème, c'est que notre éthique, elle est elle aussi fragmentée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que notre éthique, quand je dis notre éthique, c'est globalement dans la société, si vous voulez,
occidentale et d'ailleurs au-delà aussi, globalement, notre éthique et notre politique est organisée autour de la défense des droits et libertés individuels. On met l'individu au centre. C'est l'acquis des droits de l'homme, si vous voulez. Donc ça fait quand même plus de 200 ans maintenant que ça dure. Tous les hommes naissent égaux en droit et en liberté, libres et égaux en droit. D'une manière générale, bon, pour nous, le sommet de notre architecture morale, c'est la défense des droits et libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus l'esclavage, on ne supporte plus les discriminations. Ça ne veut pas dire qu'on ne discrimine pas, hein, mais normativement, vous voyez, notre idéal, c'est vraiment la défense des droits et libertés individuels. Bon. Eh bien, en réalité, cet individualisme, en l'occurrence, pose véritablement, me semble-t-il, problème, et c'est même un obstacle, en réalité, à la résistance qu'on pourrait opposer à l'extension de ce système. Je vous le dis en termes simples, si vous voulez. Le problème, c'est que, d'une certaine manière, nous vivons dans une société où l'éthique est omniprésente. Vous le savez très bien. Avec, par exemple, le politiquement correct, etc. Tout est contrôlé. Sans doute beaucoup plus qu'avant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse de savoir si c'est plus ou moins qu'avant. Mais de fait, on baigne dans un océan de normes absolument incroyable. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une institution qui n'a pas ses chartes, ses règlements. On fait faire des chartes par les élèves eux-mêmes, etc. Parce qu'il faut la bonne conduite, etc. Plus tous les comités d'éthique, les commissions nationales d'éthique, etc., etc. Donc l'éthique est absolument omniprésente. Mais à quoi elle sert dans ce système ? Vous voyez ? Elle sert en réalité à protéger effectivement les droits individuels. Et elle fait bien, donc je ne suis pas contre. Hein. Je dis que ça représente un problème. Et que maintenant, c'est plus la solution. C'était la solution à un certain problème. Quand il y avait l'arbitraire, si vous voulez, des sociétés d'ancien régime, etc., il a fallu instaurer les droits de l'homme pour corriger ces excès intolérables, etc. Mais maintenant, on est arrivé à un palier, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, on est arrivé à un palier où, en fait, les droits de l'homme font obstacle à une juste résistance à ce système que je décrivais. Pourquoi ? Mais parce que tous ces comités d'éthique dont je vous parle, et toute l'éthique en général, et toute l'éthique individualiste des droits de l'homme, qui est évidemment incarnée, si vous voulez, dans les textes de la Constitution américaine et de la Constitution française, pour prendre les deux grands piliers, si vous voulez, de la chose, mais évidemment c'est partout. Donc ces grands textes législatifs, qui sont aussi, qui nous donnent des critères moraux, protègent l'individu. Ça veut dire, très concrètement, je vais prendre d'un exemple qui m'est cher, c'est l'exemple de la technique, justement, de la technicisation de notre monde social. Si vous voulez. Ce qui se passe, très concrètement, quand vous inventez un robot, une machine automatique ou quelque chose de cet ordre, un robot pour remplacer des caissières, un robot pour faire ceci, telle ou telle tâche, etc., il y a des comités éthiques qui se réunissent. On nomme obligatoirement une commission éthique, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau, peu importe maintenant où, mais il y a un comité d'éthique. Et que fait ce comité d'éthique ? Il regarde si, effectivement, au niveau de ce que j'appelle, au niveau de cette éthique individualiste des droits de l'homme, ce que j'appelle moi la petite éthique, j'appelle ça la petite éthique, vous allez comprendre pourquoi. Donc on regarde si au niveau de cette petite éthique, les choses vont bien. Ça veut dire, on regarde si l'utilisateur ou les utilisateurs du robot ne vont pas subir des dommages, donc si l'appareil est safe, si vous voulez, pour les utilisateurs. On regarde si les données sont protégées, si on ne peut pas aller voler les données trop facilement, etc. Ce genre de problème. Et si on passe le test éthique, le test de la petite éthique, en quelque sorte, si on dit on peut mettre ce robot, voilà, il ne cause pas de tort aux individus qui l'utilisent, les données sont protégées, plus ou moins, etc. On peut y aller, on les met sur le marché. Résultat, eh bien, au nom de la liberté individuelle, parce que j'ai parlé de la protection de la liberté individuelle, mais de la liberté du commerce, évidemment. Donc vous êtes libre d'entreprendre, d'ouvrir une entreprise et de mettre des robots sur le marché. Il faut que ces robots, si vous voulez, ne fassent pas de tort et donc passent ce test de la petite éthique, mais globalement, donc, vous avez le droit de faire à peu près ce que vous voulez, pour autant que ça ne nuise pas à autrui. D'accord ? Le résultat est évident.
vous voyez bien que si tout le monde se met à mettre des robots sur le marché et qu'on les achète et qu'ils ont passé le test, ben, au total, avec la complicité, c'est ça mon point, avec la complicité de l'éthique individualiste, on va se retrouver dans un monde qui est entièrement robotisé. Personne ne pourra rien dire. Personne ne pourra dire, mais écoutez, non, on n'en veut pas, c'est pas le monde que nous voulont, c'est pas la société que nous voulons, parce qu'on dit, mais écoutez, les gens, ils achètent, c'est leur liberté individuelle, moi, c'est ma liberté de les produire, on a vérifié éthiquement qu'ils ne font pas de tort, donc, vous avez strictement rien à dire. Et l'éthique libérale, elle est fondée, donc, un, sur les droits individuels, et deux, vous le savez très bien, je pense, j'espère, sur le partage du public et du privé. Hein? Donc, dans la sphère privée, on vous laisse faire ce que vous voulez, tant que vous ne nuisez pas à autrui. C'est la fameuse phrase de la Déclaration des droits de l'homme de 92 en France, qui dit ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Hein? C'est l'image de bulles qui doivent être compossibles, quoi, dont l'existence doit être compossible, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elles se nuisent entre elles. Mais dans la bulle, vous faites ce que vous voulez, donc vous avez la religion que vous voulez, vous faites le commerce que vous voulez, vous faites l'éducation, vous avez les relations sexuelles que vous voulez, etc., tant que vous ne nuisez pas à autrui. C'est ça le principe. D'accord? Et donc, on n'a pas le droit, c'est ça le principe libéral, on n'a pas le droit de vous dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est illégal. Mais n'est illégal que ce qui nuit à la coexistence entre les gens. Ce que vous faites à l'intérieur ne regarde personne. Et on n'a absolument pas le droit de vous dire, mais vous devez avoir tels amis, vous devez avoir telle lecture, vous devez... vous comprenez? Bon. C'est ce qu'on appelle en théorie politique le partage du bien et du juste. C'est-à-dire que le juste, c'est juste, si je puis dire, les règles de la coexistence commune. D'accord? C'est là-dessus qu'on est d'accord. Ça, tout le monde doit partager. On doit être tous d'accord pour avoir certaines règles de coexistence commune. Mais vous voyez que les règles de coexistence commune, c'est une espèce de filet qui permet de tenir ensemble, mais voilà, le filet, il a des trous. Dans ces trous, vous faites ce que vous voulez, tant que vous ne détruisez pas le filet. Facile. D'accord? Ça, c'est le principe libéral. Mais le point fondamental, c'est que cet individualisme, au fond, sur lequel repose tout le système, y compris tout le système politique, parce que les systèmes politiques, ils défendent cette éthique libérale, il est construit autour de cette éthique libérale. Le point, c'est que, au fond, ce que j'aimerais mettre en évidence, au fond, ce sont les effets systémiques de l'individualisme. Les effets systémiques de l'individualisme. Ça veut dire que cet individualisme, comme je vous l'explique, il produit des effets systémiques. Et que, tendanciellement, au fond, si vous voulez, l'accumulation de toutes ces petites actions individuelles, orientées par le profit, orientées par la technique, etc., fait qu'au total, on se retrouve tous dans un monde numérisé, technicisé, robotisé, automatisé. Vous comprenez? J'appelle ça l'effet systémique de l'individualisme. Les libéraux, néolibéraux par exemple, ils ne voient pas ça du tout. Et ça me semble au fond l'argument, beaucoup réfléchi à ces questions naturellement, moi ça me semble, l'argument le plus fort en fait, pour lutter contre le néolibéralisme. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments contre le néolibéralisme et tout ça, ils peuvent toujours répondre. Mais en fait, l'idée c'est ça, l'argument fort c'est ça, c'est que les néolibéraux, ce qu'ils voient seulement c'est qu'on a la liberté. Sur la base des libertés individuelles, on a de la liberté de contrat. Pour eux, c'est une liberté fondamentale. On passe des contrats les uns avec les autres. On ne s'occupe plus de la règle générale. C'est ça. Les néolibéraux veulent abandonner, si vous voulez, le plus possible les règles générales, les règles contraignantes, etc., au profit des arrangements personnels. C'est ce que fait Trump aussi, par exemple. Il sort de tous les accords. Lui, ce qu'il veut, il ne veut pas d'accord. Il veut les accords que lui choisit avec les partenaires qu'il choisit. Voilà, et dans le monde entier, d'ailleurs, c'est une tendance générale, même politiquement. Vous voyez, on fait l'ALENA, on fait tel traité de libre-échange, etc. C'est des contrats, bon là c'est au niveau des États, mais c'est la même chose au niveau des individus. On fait des contrats qui arrangent les uns les autres, quoi. On pense que c'est du win-win et qu'on a bien meilleur temps, au fond, de s'arranger à chaque fois entre des individus. Ces individus peuvent être des États, naturellement. Que ça ira beaucoup mieux que de se soumettre tous à une même règle. Voilà, c'est ça le principe néolibéral. Mais le point, c'est que, comme j'essaie de vous le montrer avec la technique, cet individualisme, justement, ne peut pas, en fait, dans les faits, vous ne pouvez pas le réduire juste à un contrat
entre 2 personnes ou 3 personnes, ou peu importe. Ce n'est pas juste des contrats individuels. Ces contrats individuels, un acte d'achat, c'est un contrat individuel. D'accord? Ces contrats individuels, au total, ils produisent des effets systémiques. Voilà. Et au fond, l'analyse critique que personnellement j'essaie de développer, elle vise au fond d'abord l'identification et ensuite la critique de ces effets systémiques. Et une réflexion pour savoir mais comment est-ce qu'on peut lutter contre cet effet systémique. Et d'abord, est-ce que nous voulons lutter, mais si nous voulons lutter, comment lutter? Le point que j'aimerais juste mettre en évidence, c'est que pour l'instant, vous voyez, avec le numérique, on n'a pas de lieu, il n'y en a pas, de lieu où on pourrait débattre de ces questions. On pourrait simplement s'interroger, vous voyez, à quoi est-ce qu'on utilise le numérique? De fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes, ça nous est imposé, si vous voulez, par les GAFA. De fait, c'est ça. Et donc, c'est quand même les commerçants qui nous imposent une vision de la société, une vision de l'homme. Je pourrais vous parler du posthumanisme longuement, parce que ça, c'est les GAFA qui le pilotent. Hein. Le posthumaniste en chef, c'est Ray Kurzweil. Et Ray Kurzweil, il est non seulement posthumaniste militant, mais c'est le chef ingénieur de Google. Le chef ingénieur de Google. Il pilote tout Google, toute partie ingénieure. Donc, c'est pas exactement n'importe qui. Vous voyez, donc j'ai une puissance de feu absolument folle. Bon. Et donc, ce que je veux mettre en évidence, si vous voulez, c'est que, en fait, l'éthique libérale, l'éthique individualiste libérale, aujourd'hui, elle nous empêche, voilà, de nous prononcer sur, au fond, le visage de la société en général. Parce que les lunettes de l'éthique libérale, elles sont que individualistes. La seule chose qu'on veut voir avec l'éthique libérale, c'est est-ce que ça augmente votre liberté, ou est-ce que ça vous protège, est-ce que ça vous menace dans vos libertés, c'est la seule chose que veut voir l'éthique libérale. Mais que la société, au fond, qui émerge de ça, c'est-à-dire l'effet systémique massif qui émerge de l'accumulation, de l'agrégation de toutes ces libertés individuelles, est-ce que cet effet systémique, il est souhaitable? Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le souhaite pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour le monde de demain? Ça, vous ne pouvez pas poser cette question avec l'éthique libérale. Parce que l'éthique libérale expulse ces questions qu'on appelle des questions du bien, qui sont des questions justement plus englobantes où il faudrait s'interroger sur le sens que ça a pour nous, le numérique, etc. Et donc, pour le dire en 2 mots, parce que je vais conclure, moi il me semble que la seule solution, et là je suis en désaccord avec la plupart, je dois dire, de mes collègues qui sont, enfin dans la littérature, qui sont critiques du numérique, parce qu'ils ne voient pas les choses comme ça, mais moi je tiens à cette idée fermement. Le seul moyen pour nous, au fond, d'une certaine manière, je dirais, il ne s'agit pas de supprimer le numérique naturellement. Hein, vous me comprenez bien, c'est pas ça. Mais la seule manière de reprendre en main un peu le pilotage, c'est-à-dire de un peu déterminer les orientations. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle utilisation globale est-ce qu'on veut du numérique, etc. Le seul moyen de faire, plutôt que pour éviter qu'on nous l'impose unilatéralement selon la loi du marché, parce que c'est la loi du marché, c'est même pas le bien de l'humanité qui les gouverne, je vous l'ai dit, c'est la loi du marché. Donc on est en train de se faire façonner anthropologiquement par les lois du marché. Bon. Donc il faut désautomatiser ça. Pour l'instant c'est automatique, on le subit. Écoutez, il y a un exemple absolument majeur, très simple à comprendre, c'est les mises à jour. Bon, vous êtes obligé de faire des mises à jour. Si vous ne faites pas les mises à jour, votre appareil est obsolète, vous pouvez le jeter. Et puis pour l'iPhone 4, et puis je crois bientôt pour l'iPhone 5, ils ne font plus les mises à jour. Bah, ça veut dire que vous ne pouvez plus les employer. D'ici 2-3 mois, 6 mois, vous ne pouvez plus les employer, vous pouvez les jeter, ils veulent que vous rachetiez un nouveau. Vous voyez, donc ce que je veux dire, il y a une espèce de contrainte unilatérale qui pèse. Vous voyez, si vous employez ces dispositifs, vous devez suivre leur loi, et leur loi est une loi du marché. Bon, il faut que j'en vienne à ma solution. Donc, à mon sens, la seule solution envisageable actuellement pour simplement reprendre en main, le pilotage, si vous voulez, de cette évolution majeure qui nous concerne tous. Hein, c'est pour ça qu'il faut quand même la piloter, c'est nous, c'est notre avis. Le seul moyen, c'est d'inventer une nouvelle institution. Il faut inventer une institution.
Nos comportements individuels ne suffisent pas à résister au système. Si vous décidez maintenant, après cette conférence, vous trouvez que vraiment j'ai raison, vous vous désinscrivez de Facebook, vous jetez votre portable, ou vous le donnez à votre ennemi peut-être, ça ne servira à rien. Alors c'est bien pour vous, moralement, c'est de l'héroïsme moral, si vous voulez, de ne plus avoir de téléphone intelligent, mais cet héroïsme moral ne sert à rien du point de vue du système, parce que ça change rien, quoi. Bon, c'est comme pour les voitures, si vous voulez. Si une personne renonce à sa voiture parce qu'elle ne veut pas polluer, vous voyez bien que ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est des règles collectives, il faut que ça change systémiquement. Les comportements individuels sont juste impuissants. Donc les attitudes individuelles sont absolument totalement inoffensives et non critiques, en fait, par rapport au système. Et c'est pourquoi la seule alternative, me semble-t-il, personnellement, j'en vois pas d'autres, si vous en avez, dites-le moi, mais la seule alternative, c'est d'avoir une institution. Parce qu'une institution, c'est ça qui est capable d'organiser l'agir collectif. Voilà. Nos parlements, aujourd'hui, ne sont pas cette institution. Parce que nos parlements ne sont pas en mesure de débattre de la question du bien de l'humanité d'aujourd'hui ou de demain. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour défendre la petite éthique, la petite politique, celle des droits de l'homme, etc. Encore une fois, elle est nécessaire, mais juste maintenant, on plafonne avec ces droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, comme je le dis, blanchissent le système. Ils sont là pour blanchir le système. Ils ne sont pas là pour s'opposer au système. Ils ne sont pas là pour réorienter. Ils sont là pour blanchir le système. C'est-à-dire que ce que le système veut à travers la petite éthique, c'est faire en sorte qu'il puisse s'étendre, mettre sur le marché des choses qui soient éthiquement, c'est-à-dire petit éthiquement, si vous voulez, correctes. Vous voyez? Donc, la petite éthique, l'éthique libérale, elle est complice du système. Elle met de l'huile dans son moteur. D'accord? Puisque le système s'immunise en fait contre les torts individuels qu'il pourrait nous faire, etc. Il s'immunise là contre et il met tout sur le marché. Donc c'est bien que, en fait, il blanchit le système. Par conséquent, on ne peut pas se contenter de plafonner notre éthique, si vous voulez, à cette petite éthique, à cette éthique libérale. Il faut passer en quelque sorte à un étage supérieur de la démocratie, pour qu'on puisse délibérer, discuter, etc., en commun sur ces problématiques globales. Quand je dis petite éthique, vous voyez, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante. Non, elle est très importante. La défense personne veut rétablir. Voilà, donc elle est très importante. Donc par petite, je ne veux pas dire qu'elle n'est pas importante, je veux dire qu'elle n'est pas globale. C'est ça que je veux dire. Petite s'oppose à globale. Il nous faut une éthique globale de réflexion pour orienter. Précisément parce que le système a développé des choses qui orientent tellement massivement l'humanité que il faut répondre à ça. Vous voyez, c'est pas juste un truc que vous pouvez ne pas mettre sur le marché. Vous voyez bien que c'est le système dans son intégralité qui en fait nous impose tous ces dispositifs qui finalement configurent une certaine vision de l'homme, une certaine vision de la société, une société automatique, automatisée, fonctionnelle, où chacun d'entre nous ne serait que au fond, le fonctionnaire du système, d'une certaine manière. Donc, pour s'opposer à cela, il nous faut inventer une nouvelle institution. Vous me direz quelle institution? Moi, je n'ai pas clé en main, si vous voulez, mais ce serait absurde que je vous dise maintenant j'ai la solution, mais il faut qu'on l'invente. Voilà, et peut-être avec Internet. Vous voyez, quand je dis institution, je ne pense pas à un bâtiment en béton ou en briques en Belgique, avec des fauteuils et des représentants sur le mode du Parlement. Vous voyez, quand je dis par exemple, je défendais l'idée d'un Parlement, ce que j'appelle un Parlement des modes de vie. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des modes de vie, tant pis. Parlement des modes de vie, eh bien, en fait, c'est pas un bâtiment. J'imagine pas un bâtiment. Le Parlement des modes de vie, c'est un concept. Concept de Parlement, un concept d'agora, de forum, de discussion, de ce que vous voulez, qui doit remplir certaines conditions. Il faut qu'on puisse effectivement décider, légiférer, etc. Donc ça, c'est important pour l'institution, mais c'est un concept. Voilà. Et donc, il faut absolument activer notre force, notre imagination institutionnelle. Il faut qu'on l'invente. Voilà. On l'a pas. Une telle institution n'existe pas. Il faut qu'on l'invente. Il faut que vous l'inventiez, que les jeunes l'inventent, que tout le monde l'invente, qu'on s'y mette, parce que c'est indispensable. Il y a beaucoup de choses qui se font, d'ailleurs, je vous le signale. Je ne parle pas dans le vide, là. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine, mais il n'y a pas c'est pas fédéré. Il n'y a pas une grande institution ou quelque chose qui serait, pour l'instant, à la hauteur du système. Mais il faut qu'on se mette à la hauteur du système, quoi, parce que le système, il nous déglutit. Il va nous déglutir. Vous comprenez? Donc il faut qu'on invente quelque chose qui soit à la hauteur. À mon avis, c'est le seul horizon politique qu'on peut se donner.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, mais je pourrais encore vous parler longuement, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je réponds à toutes vos questions naturellement. Bien voilà, merci pour votre intervention. Je vais maintenant passer la parole à une personne qui aurait quelques questions à poser. Moi j'en ai une. Oui. Je me demandais, par rapport à cette nouvelle institution qu'il faudrait inventer, est-ce que cette institution devrait obligatoirement passer, enfin être numérique? C'est-à-dire que face au numérique qui est vraiment partout, etc., est-ce que la seule solution qui pourrait être apportée serait de trouver une institution qui aurait une possibilité de trouver les mêmes moyens, c'est-à-dire être dans la connexion totale, etc., pouvoir lutter contre ces connexions totales, c'est-à-dire être un peu au même niveau, mais essayer d'apporter différentes valeurs. Écoutez, il y a d'autres alternatives. Merci. Ce que vous êtes. Oui. Au fond, j'aurais pu vous dire les choses tout à fait autrement. J'aurais pu vous dire que le numérique, c'est ce qu'on appelle en philosophie, depuis Platon, un pharmacone. Vous connaissez ce mot peut-être, ça se trouve dans Platon notamment. Pharmacone, c'est un mot extraordinaire parce qu'il signifie le poison, quelque chose qui tue, mais le même mot signifie en même temps le remède. Bon. Alors, moi, ce qui me plaît dans l'idée d'un parlement numérique ou d'une institution numérique, si vous voulez, c'est qu'on prend le pharmacone, le poison d'une certaine manière, puisque toutes ces évolutions, disons, utilisent évidemment le numérique, comme je vous l'ai montré, donc de ce point de vue-là, c'est un poison, mais le retourne en remède. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement comme ça et tout je ne vois pas de nécessité, si vous voulez, logique ou conceptuelle, je vois plutôt une nécessité de fait. À partir du moment où on veut faire vraiment une institution du commun, j'appelle cette institution, je n'ai pas pu développer ça, mais j'appelle cette institution une institution du commun. Bon, à partir du moment où le commun doit être vraiment commun, c'est-à-dire doit mettre en commun quand même plein de gens, il me semble que le numérique offre évidemment des possibilités impossibles autrement. Bon, c'est clair, vous savez, Rousseau, par exemple, était un grand admirateur de la démocratie genevoise, de la République de Genève, mais voilà, il notait bien, et fort lucidement, que bon, les gens, effectivement, sont très démocrates, ils décident, ils vont aux assemblées et tout, mais enfin, c'est une toute petite république, vous voyez, c'est un petit, surtout la République de Rousseau, c'était tout petit, donc ça ne va pas à ce modèle trop concret de représentation, vous voyez. Donc voilà, donc le numérique, là, pourrait retourner... vous voyez, c'est retourner l'évolution numérique, hein, on subit en évolution réflexive. Hein, c'est ça que je souhaite. C'est qu'on mette de la réflexion là où pour l'instant il n'y a que de l'automatisme. Il n'y a que du subi. On subit ça comme un destin, nous. Voilà. Merci. Donc, je sais pas, c'est moi qui donne la parole ou c'est vous Ah, ok. Voilà, autogérer, c'est bien. D'abord, merci pour votre intervention. Vers la fin de votre discours, vous parliez des effets néfastes de l'éthique libéraliste. Oui, libéral. Et, Libéral. Libéral, oui. Et j'avais un peu de mal à comprendre votre critique à ce propos-là, parce que moi j'avais l'impression en fait que les abus que les GAFA font, etc., par rapport à nos données, étaient justement critiqués d'un point de vue libéral. Pourquoi est-ce que c'est mal ce qu'ils font? C'est parce qu'ils limitent notre liberté en nous enfermant, comme vous avez dit, dans des bulles numériques, etc. Et donc j'avais un peu du mal à comprendre votre critique de ces fameuses lunettes, comme vous dites, qui sont libérales et qui concernent uniquement la liberté. Moi j'avais l'impression qu'elles sont un peu plus pertinentes et ne sont pas du tout dépassées. Ce qui se passe maintenant, par exemple, avec le nouveau règlement, et avec l'affaire Facebook la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez regardé ça, moi j'ai regardé, évidemment, ça me passionnait, c'est l'interview, l'interview, c'est pas l'interview, comment dire, l'interrogatoire, ouais, plutôt, ouais, effectivement, ouais, c'est ça, de Zuckerberg là devant le Sénat. Bon, on peut critiquer les GAFA du point de vue de l'éthique libérale. Bon, c'est ce qui se passe.
quand on accuse Cambridge Analytica d'avoir volé des données, et d'avoir vraiment sciemment pénétré enfin, Facebook à l'insu de tout le monde et à l'insu de Facebook pour aller piller des données. Vous savez qu'en Belgique, il y avait tout un système là, de Cambridge Analytica, il y avait une application, etc. Puis il y avait la possibilité facultative de remplir une enquête. Et c'est à travers cette enquête en fait qu'ils sont allés pomper tout le monde. En Belgique, il y a eu 6 personnes qui ont répondu à cette enquête. Et à cause de leur manière de pénétrer le système, il y a 84 000 Belges qui se sont fait siphonner leurs données. Vous voyez, à partir de simplement 6 personnes. Parce qu'une fois qu'ils sont dedans, ils vont voir les amis, des amis, des amis, des amis. Et puis voilà. Bon. Donc on peut faire ça. Le nouveau règlement européen, il fait ça. Donc les balises qu'il met, qui sont importantes, donc je ne pourrais pas le nier, il fait ça. Mais mon point, si vous voulez, c'est de dire que ça ne fait que critiquer cet aspect justement de la petite éthique, protection des données, etc. Ça ne critique pas le système dans son ensemble. Et je dis même que c'est pas que ça ne critique pas, ça ne réfléchit pas sur le système dans son ensemble. Quand on fait ça, par exemple en Europe, alors il y a un gain pour nous tous, il y aura un prix aussi, hein, parce que j'ai parlé au chef informaticien de notre université pour voir ce que ça changeait pour lui. Ça va changer beaucoup, hein. On ne pourra plus utiliser aussi facilement le site de l'université. Aussi les profs, ils devront communiquer à chaque fois qu'ils ont une donnée sur un étudiant, etc. Bon, ça va compliquer les choses, mais bon, c'est au nom de la liberté, donc c'est au nom de l'éthique libérale. Mais ça ne critique pas le système dans son ensemble. Ça ne réfléchit pas sur la finalité de la chose. C'est juste, ça met le système en conformité avec les idéaux de la petite éthique ou de l'éthique libérale. Vous voyez ? Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est au fond une plateforme de réflexion, si vous voulez, un parlement, ce que vous voulez, où on réfléchit sur la finalité de la chose. Sur la finalité de la chose. C'est ça qui manque. Il n'y a plus de réflexion sur le sens, sur l'utilisation, sur ces dangers d'automatisation de l'esprit et tout ça. Vous voyez, c'est des vraies questions. Et ça ne se résout pas avec l'éthique libérale. Vous voyez ? Parce que par exemple, vous parlez d'augmenter les libertés, mais eux, ils pensent évidemment qu'ils augmentent nos libertés. Mais c'est quoi comme liberté de pouvoir choisir la couleur de son iPhone ? C'est vraiment ça la liberté ? Vous voyez ? D'avoir plus d'objets de consommation, etc. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Moi je pense que si on accepte la critique de la destruction tendancielle de l'esprit, hein, comme j'ai essayé de le montrer, alors on voit bien que leur argument est un faux argument sur la liberté, qu'en réalité, ultimement, c'est bien la liberté qui est en jeu, mais pas la liberté qu'eux, ils ont en vue, la liberté de consommer, parce que ça, c'est vrai qu'elle l'assure beaucoup plus qu'avant, vous voyez. Mais au final, on a un être anthropologique, enfin un homme, un être humain, qui est finalement beaucoup moins libre, parce qu'on lui donne beaucoup moins d'options. Il n'y aura plus de choix de sortir du numérique, il n'y aura plus de choix de faire autre chose, en quelque sorte. Vous voyez ? Donc en fait, globalement, les possibilités se réduisent. Et c'est pas parce qu'on augmente vos possibilités de consommation qu'on augmente votre liberté. On augmente vos possibilités de consommation, mais en même temps, on vous réduit à être dans la consommation. Et donc, vous n'avez plus d'alternative autre que la consommation. Donc en fait, au total, on a réduit votre consommation. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça aux GAFA. Vous voyez ? Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'une institution qui réfléchisse de cette manière à ces questions. Merci pour votre intervention déjà, c'était vraiment passionnant. Moi, donc il y a cette idée d'institution là pour contrôler un petit peu tout ça. Oui. Mais après, au niveau des réseaux sociaux, bon, on a parlé que de Facebook parce que quasiment tout le monde est dessus. Après, il y a aussi des alternatives à ce niveau-là. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ces alternatives peuvent émerger de manière positive, ou est-ce que c'est quelque chose qui va d'office être repris par le système, le capitalisme, pour finalement être transformé? Moi, je me dis que parfois, quand je vois des notions de mondialisation, des journalistes qui vont vraiment en profondeur dans la chose et ce genre de trucs, ben c'est vrai qu'ils demandent à être financés, et finalement, est-ce qu'on ne serait pas prêt à un moment donné à accepter à payer le coût, finalement, du service, de telle sorte que, ben, comme vous dites, ils ne nous mangent pas, quoi, ce fameux service. Merci, excellente question. Moi, je pense que c'est absolument possible de sortir de ça. Si vous voulez, actuellement, le problème, c'est vraiment l'extraction de données. C'est ça le problème, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, s'il n'y avait pas l'extraction de données, s'il n'y avait pas ça, le système ne marcherait pas du tout comme ça, il s'effondrerait. Quand Facebook est coté 15 ou 25, je ne sais plus, milliards d'euros en bourse,
Mais c'est pas pour échanger vos sushis, vos photos de sushis. Vous comprenez? C'est parce que c'est de l'or noir, enfin c'est de l'or numérique en réalité qu'ils ont entre les mains avec ces données. Ils le savent bien, c'est ça le business model. Donc il y a quelque chose à réfléchir très fondamentalement sur l'extraction de données. C'est le nerf de la guerre. D'accord? Et maintenant, mais l'extraction de données, elle n'est pas inhérente au numérique. Hein. Donc un numérique pourrait très bien marcher sans extraction de données, sans extraction involontaire de données, etc. Et donc on pourrait faire des réseaux sociaux alternatifs. Si vous voulez, moi j'ai une autre idée, moi j'ai une autre proposition à faire. Moi je pense qu'au niveau européen par exemple, parce que ces choses doivent se faire au moins au niveau continental, au niveau européen, ce serait un magnifique projet, enfin, pour cette Europe quand même sclérosée et mal en point que nous avons sous les yeux, ce serait un magnifique projet d'élaborer un Internet européen, public, gratuit, sans extraction de données. Voilà. Je pense que ce sera un beau projet pour les futurs utilisateurs, pour les jeunes d'aujourd'hui, etc. Alors on nous dit, oui, mais on a trop de retard maintenant par rapport à la Silicon Valley, etc. Ça c'est bullshit, c'est absolument pas vrai. D'abord, c'est justement des domaines où le retard se rattrape très très vite, et puis on a des très bons cerveaux, naturellement, on n'est pas... Voilà, puis on n'a qu'à les acheter, ces cerveaux, on va leur piquer, il suffit d'y payer. Je veux dire, mais oui, les enjeux sont considérables, vous voyez. Je suis malheureusement un peu pessimiste, vous savez qu'il y a eu une tentative de faire un GPS européen, parce que le GPS c'est un problème aussi au fond. Vous voyez, parce que ça c'est un aspect que je n'ai pas du tout traité. Mais toute cette extraction de données, ça veut dire, entre autres choses, que toutes ces données qui sont les big data, toutes ces données qui sont collectées, ben, elles sont piratables. Hein. Il n'y a aucun informaticien sérieux au monde qui peut vous dire qu'on peut garantir absolument les données contre le piratage. Bon, ça veut dire entre autres choses que pour les voitures automatiques qu'on nous présente, les voitures sans chauffeur, sur lesquelles Google naturellement travaille énormément, ça veut dire que si quelqu'un piratait habilement les données, en un clic, il peut faire 1 million d'accidents de voiture, évidemment, parce qu'il suffit de... vous comprenez? Bon, c'est un problème. Alors, très concrètement, le GPS, il est aux mains des Américains. Alors, vous voyez, en termes militaires, etc., ce que ça représente. Et tout d'un coup, ils se disent, vous voyez, je sais pas, enfin, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. S'il y a un retournement d'alliance, ils coupent le GPS. Nos armées, elles sont cuites, hein, elles sont mortes, finies. On ne va pas commencer à reprendre des cartes, enfin, on devra, mais je veux dire, vous voyez les avantages qu'on a. Donc, vous voyez, même d'un point de vue strictement très pragmatique, très stratégique et tout, c'est des enjeux importants. Par conséquent, l'idée d'un Internet public gratuit sans extraction de données en Europe serait un magnifique projet, il nous semble, et ce serait mobilisateur pour la jeunesse. Voilà, la seule chose qui marche dans l'Europe, c'est Erasmus. Bon, ben oui, en gros, et donc faisons une espèce pas d'Erasmus, mais enfin, voilà, quelque chose, vous voyez, de numérique qui marche pour nous autres, quoi. Ouais. C'est l'idée de nouveau du pharmacone, hein. Donc vous parlez des réseaux sociaux, on pourrait les employer de manière très positive, créative, etc. Absolument. Monsieur? Moi j'ai une remarque. J'ai travaillé dans le financier avant et bon, on sait ce qui s'est passé. On parle beaucoup des nuages de la main invisible qui finalement va aller dans le bon sens parce que quelque part derrière ça, en disant ben, les individus font les choix les plus rationnels et au bout du compte c'est le meilleur choix pour, enfin je simplifie un peu, hein, mais pour la société. Oui, on a vu que ça ne marchait pas bien puisque toutes les banques ont explosé parce qu'elles faisaient les mêmes choix finalement et qu'elles se copient avec un comportement qui était quasi du reptilien et qui ne va pas trop dans la biodiversité, hein, enfin biodiversité. Et c'est un peu ce que moi j'entends dans ce que vous dites quand même aussi quelque part, parce qu'ils ont beau analyser les comportements, finalement on vous propose 3 iPhones de 3 couleurs différentes ou peut-être autre chose, mais je veux dire ça ne va pas obligatoirement vers la diversité quelque part. Enfin moi j'ai un doute sur le fait que le comportement soit dirigé, comme vous dites, avec la réflexion et tout, et donc en conclusion on se base sur des comportements assez simples au bout du compte, ou peut-être que je me trompe. Non, mais enfin, je ne comprends pas vraiment le statut de ce que vous dites, c'est bien ce que je dis, donc c'est bien ce à quoi nous pousse. Mais les questions que je me pose aussi alors, par rapport au public, d'abord les réseaux qu'on a vus avant, c'était les réseaux électriques par exemple, en Europe tout, ça a été fortement public, et tout ce qui est télécommunication, donc les questions que je me pose, c'est la même chose. On a l'électricité, le social, on estime qu'on doit avoir tous l'électricité, on doit tous avoir l'eau, mais on ne doit pas tous avoir la communication. Donc déjà, je ne comprends pas comment est-ce qu'un État, enfin, globalement, ne donne pas déjà un minimum de ressources à tout le monde en termes de moyens de téléphone ou de data.
Donc c'est déjà une question quand même qui est assez intéressante parce que c'est pas une individuelle. Enfin, je veux dire, c'est la liberté individuelle, mais il y a quand même des lois qui existent maintenant qui sont de dire qu'il y a un minimum qui doit être acceptable pour chacun. L'eau, l'électricité, le logement a priori, mais enfin, ça c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, en communication, pas grand-chose. En information, pas grand-chose. Donc déjà, c'est un point d'appui. Alors, je ne dis pas que ça répond à la question du GAFA. L'autre question que je me posais, c'est de dire, par exemple, sur les informations, c'est chaque fois on dit on a une adoption individuelle qui est intéressante, soi-disant, pour nous, mais la collective, qui va pour l'entreprise, est plus intéressante, a plus de valeur a priori. Je pense par exemple aux voitures, au covoiturage, des choses comme ça. On sait à tout moment où tout le monde est, où tout le monde roule, il n'y a jamais aucun État qui se dit, ben, tiens, faisons globalement, pas des trucs micro, mais globalement un intérêt collectif. Et d'avoir ces informations-là qui sont partagées dans l'intérêt global, c'est-à-dire d'une communauté, alors qu'elle soit une communauté informelle qui peut être, il y a des tas de choses qui se produisent quand même à côté de choses organisées, il y a quand même des logiciels libres, il y a des tas de choses, et il n'y a pas de communautés qui se développent ou qui sont promues dans certains domaines déjà. Parce que de dire on va faire une grande institution, on sait ce que c'est l'Europe, c'est compliqué, ça coûte cher. Est-ce que ce n'est pas des clusters qui doivent se faire de communautés avec un intérêt de communauté? Bon, mais pour répondre à cette question, moi je dirais que c'est déjà ce qui se fait. Et donc, dans beaucoup de domaines, il y a tout ce mouvement des communs, ce qu'on appelle les communs, qui dans le monde entier, en fait, il y en a des milliers, mais c'est des petites communautés, évidemment, c'est très local à chaque fois. Mais il y a des gens qui veulent gérer leur eau, gérer l'Amérique du Sud, en Italie, en Afrique, en Asie, partout, ça existe. Vous avez vu le film peut-être Demain, donc il y a plein de choses comme ça. Mais c'est des micro-initiatives, évidemment. Mais moi, ça me donne confiance, si vous voulez. Parce que je me dis, au fond, donc ça veut dire, en réalité, qu'il y a vraiment un besoin, qui vient d'en bas. Donc c'est pas une lubie de philosophe, si vous voulez, de vouloir on peut changer les choses, réorienter les choses dans une autre direction. Il y a un réel besoin. Ça se fait à Bruxelles, il y a plein de choses autour du développement durable, des circuits courts, des trucs plus communautaires, etc. Partout. Je crois que c'est une tendance. Sauf que, précisément, c'est aussi fragmenté. Hein. C'est très local et tout, et en fait, ça ne dérange pas encore le système. C'est un peu comme dans le libéralisme, puisque vous m'interrogez sur le libéralisme tout à l'heure, aux États-Unis, le libéralisme américain tolère beaucoup de choses. Tolère beaucoup de communautés. Non, mais il y a des Amish, là, il y a je sais pas quoi, vous pouvez faire il y a des niches partout, mais ça tolère sur le mode zoologique, je dirais. Hein, chacun dans son coin. Tant que ça ne perturbe pas le système, ils sont bien d'accord d'accorder les libertés, les droits, et puis, mais ça ne modifie pas le système. Donc là, on est un peu dans la même situation. Il y a toutes ces ce que vous appelez des clusters, enfin des communautés, au fond, etc., qui agissent. Moi, ça me donne l'espoir. Ça m'indique que l'institution que j'ai en vue, au fond, elle ne flotte pas dans rien. C'est un besoin des gens. Sauf que ces gens-là ne sont pas fédérés, ils n'ont peut-être pas la théorie qu'il faut, ils n'ont pas l'unité, l'unification, je ne sais pas quoi. Vous voyez, ils ne passent pas au niveau supérieur d'organisation entre eux. Voilà. Mais donc, cette institution se rattacherait au fond directement à cette, non pas aux communautés elles-mêmes, mais à ces aspirations qui s'expriment dans ces communautés. Vous voyez, et donc ça me donne bon espoir. Oui. J'ai vérifié parce que quand vous parliez de GPS, ça m'a fait tilter. L'indépendance du GPS de l'Europe, c'est pour 2020. Donc, ah oui, ça c'est ce qu'ils disent. Ils n'ont pas abandonné, quoi. Oui, mais sauf que là, c'est pour 2020, prévu maintenant, mais c'était prévu déjà pour il y a longtemps. Oui, et donc ça ne marche pas. Ils ont fait un système qui s'appelle Galileo. Ouais. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils ne le font pas, ça ne marche pas, ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas étudié la chose, hein, je ne sais pas, mais de fait, ça ne marche pas. Donc, bon, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais évidemment qu'ils veulent le faire, parce qu'ils étaient quand même conscients du danger. Bon, donc ça, c'est des choses qui me donnent moins d'espoir, oui, le truc. Mais bon, donc c'est quand même des choses faisables, ils y pensent. Il manque peut-être la volonté politique, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Si c'est technique, si c'est l'argent, parce qu'il faut, j'imagine, envoyer les satellites, etc. J'en sais rien. Mais voilà, l'aspiration, elle est là. Je trouve qu'on pourrait
vous voyez, se mobiliser au fond là autour, en disant que c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur l'aspect public au fait d'accès, ce que vous disiez. Oui, mais ça nécessite si c'est privatisé aujourd'hui, vous savez, la privatisation d'Internet, c'est une décision qui a été prise par Bill Clinton en 1993. C'est lui qui a signé. Il a signé un truc, voilà, vous pouvez faire du commerce sur Internet. Il ne l'aurait pas signé, parce que l'Internet auquel j'aspire, si vous voulez, c'est un Internet des débuts. Parce qu'au début, quand je dis début, c'est les années 80, 90, où c'était vraiment lancé comme une vraie utopie. Une vraie utopie communicationnelle, etc. Mais après, avec ce décret de Clinton, enfin c'est pas un décret, ça, je sais pas quoi, voilà, Internet est devenu privatisé, et c'est là que sont nées les grosses entreprises. Mais il n'y a pas de fatalité là-dedans. Enfin maintenant, on pourrait plus interdire le commerce sur Internet maintenant, hein, ça c'est clair, c'est pas possible, mais pour dire qu'il n'y avait pas de fatalité là-dedans. Ce sont des décisions humaines. Voilà, mais s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Benjamin Brice a encore quelque chose. Ça dépend, vous voulez prendre le train à quelle heure Ça va, celui-là je l'ai loupé déjà, donc je pense que c'est ma faute, j'ai trop parlé. Donc. Oui, en fait, ce que je me demandais, c'est que du coup, ce que vous essayez de décrire, c'est qu'il y a une liberté de commerce qui prend presque le pas sur une liberté humaine et individuelle et singulière, oui, c'est vrai. Sans même que certains ne se rendent compte du coup. Mais le problème, c'est comment conceptuellement est-ce qu'on peut justifier qu'il y en ait un qui doit reprendre le pas sur l'autre, ou est-ce qu'il faut même les mettre l'un à côté de l'autre sur le même pied, ou est-ce qu'il faut que la liberté reprenne un concept beaucoup plus général et qu'elle englobe les deux? Moi, je trouve qu'il faut repolitiser le système au sens original du terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en discute. C'est pas normal, c'est juste pas normal, c'est juste un danger. Moi, je vois vraiment un danger dans le fait que des choses aussi importantes, au fond, soient aux mains des commerçants et nous affectent autant. C'est ça le point. Et donc, il faut mettre de la réflexion là-dedans. Il faut qu'on reprenne ça en main. C'est une nécessité. Sinon, il va être trop tard. Le problème, il y a une vraie difficulté politique, si vous voulez, par rapport à cette solution politique que je propose. Il y a une vraie difficulté politique, c'est que, moi je dis, il faut une institution du commun. Mais tout le système fonctionne sur la fragmentation du commun. Et donc, au moment où je dis il faut du commun, ben oui, le problème c'est que le système veut sciemment détruire le commun. Et donc, il veut aussi dépolitiser la question. Vous voyez, parce que cette logique de fragmentation que je disais tout à l'heure du marché, c'est aussi une manière de dépolitiser les choses, d'une certaine manière. Moi, je crois que dans les GAFA, au fond, on dit toujours les GAFA, mais il y en a bien plus, hein, donc en fait, c'est juste... déjà, il y a les GAFAM, donc il faut ajouter Microsoft, puis il y a la NASA, puis il y a la DARPA, ou le DARPA, il y a les Chinois, Alibaba, etc. Donc, je veux dire, bon, GAFA, c'est juste comme ça. Mais je pense qu'au fond, le vrai danger, oui, c'est que je pense je pense pas qu'ils aient... Enfin, je ne sais pas s'ils ont le projet, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas s'ils ont le projet explicite. Mais en tout cas, tout le système tel qu'il se déploie actuellement est un système qui a la visée politique de dépolitiser les gens. La visée politique de dépolitiser les gens, c'est-à-dire justement d'empêcher la réflexion, de cliquer plutôt que de réfléchir, de recliquer plutôt que de débattre, etc. Tout ça, on veut éliminer. C'est un système, si vous voulez, dont l'intelligence, au fond, puisque c'est un système intelligent, consiste à contourner notre raison. Ça me semble fondamental aussi. C'est un système qui ne s'adresse pas à notre raison. Alors ça ne veut pas dire qu'il nie, il ne dit pas qu'on est bête, il ne dit pas qu'on est irrationnel, il n'y a pas de thèse là-dessus, mais ça contourne notre raison, il s'adresse à nos affects, en quelque sorte. Vous voyez, et il crée, comme disait Spinoza, des affects joyeux. C'est-à-dire que ça nous fait plaisir. Donc encore une fois, je répète pour la troisième ou quatrième fois, donc c'est sûr que tout ce système nous caresse un peu dans le sens du poil, mais en fait, en même temps qu'il fait ça, et parce qu'il fait ça, il dépolitise les gens. Et c'est là que je vois le danger, vous voyez,
de devenir uniquement fonctionnel, de remplir uniquement, qu'on soit là uniquement pour satisfaire nos désirs, à remplir nos tâches, parce qu'avec tout ça on est contrôlé. Je ne vais pas parler de cet aspect de contrôle, etc. Mais c'est clair qu'on induit des comportements, et des comportements qui deviennent déviants. Enfin, il y a mille choses. Il y a une belle littérature là-dessus d'ailleurs, hein, déjà, vous pouvez, qui existe sur le marché. Je pense à des gens comme Éric Sadin, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Il décrit de manière assez sobre, au fond, tout ce système. Dans plusieurs de ses livres, vous pouvez les trouver, etc. Donc, voilà, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais en tout cas, derrière, enfin, je ne veux pas dire derrière tout ça parce que je ne suis pas complotiste, mais à l'horizon de tout ça, en tout cas, se trouve un projet de dépolitisation de la société. Et donc, il ne s'agit pas, parce que je voulais vous reprendre sur le fait que vous dites pourquoi l'un devrait reprendre sur l'autre. Non. Moi, je ne sais pas, si vous voulez, qu'est-ce que la vie bonne, comme on dit. Je ne sais pas quel est l'homme. Pour quel homme il faut se battre pour demain. Enfin, j'ai une idée, j'ai mon idée, mais je ne peux pas. Voilà, c'est la mienne. Mais voilà. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on puisse en débattre. Il faut qu'on puisse réfléchir. Il faut qu'on puisse repolitiser ces questions au sens de les désautomatiser. Vous voyez ? Maintenant, il y a un gros problème au niveau de l'expertise qui va se poser aussi directement, parce que du coup, il va falloir que des gens qui réfléchissent à ça de manière philosophique, par exemple, parlent avec des gens qui sont dans le commerce directement pour que les deux pans se touchent. Mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas peur que l'expertise au final soit presque impossible parce que le système est tel qu'il devient trop gros pour des gens qui ne font que réfléchir mais qui écrivent des papiers, alors qu'il y en a certains qui disent oui, mais bon, là nous on travaille pour ça, on est en train de fonder tout le système internet et puis nous ça ne nous gagne pas, donc vous calmez-vous avec vos réflexions. Et vous voyez, qui a raison. Vous voyez un danger dans le fait au fond, que la question est complexe et que donc il y aura des experts et des non-experts, etc. Mais moi, le danger, je le vois dans le fait, donc je ne veux pas minimiser ce que vous dites, mais moi, le vrai danger, je le vois dans le fait que ces 15 ingénieurs pustuleux, d'accord, qui décident de l'avenir de l'humanité, parce que c'est ça qui se passe. Parce qu'il ne faut pas croire que quand il y a... Ça, c'est un autre problème sociologique très intéressant. Il ne faut pas croire que les gens qui travaillent chez Google, je ne sais pas combien il y en a, 2000, 3000 dans le bâtiment, il ne faut pas croire qu'ils savent tous ce qu'ils font, hein. Il y a une dizaine de personnes, bon je sais pas, je dis une dizaine, c'est peut-être 15, 20, peut-être 5, j'en sais rien, mais vous voyez, c'est une toute petite fragment qui savent vraiment ce qui est en train de se faire. Parce que tous les gens qui travaillent chez Google, ou les programmeurs ici, ou même ici, les gens sont toujours très fiers quand ils disent « Ah oui, Google a engagé ma start-up, racheté ma start-up, etc. » Mais en fait, même dans la start-up rachetée par Google, ils ne savent pas ce qu'ils font exactement. Parce que Google fait quoi? Google leur dit « Écoutez, vous me faites un algorithme pour telle et telle chose. Voilà, voilà le problème, vous êtes spécialiste de ça, vous allez me résoudre ça. » Alors les gens sont très contents de faire cet algorithme pour Google, mais ils ne savent pas du tout à quoi il va être employé. C'est un vrai problème dans le monde des ingénieurs, des programmeurs, des informaticiens, que en fait c'est aussi un monde tellement fragmenté que tout le monde contribue au système sans savoir clairement ce que c'est. Je pense que quelqu'un comme Ray Kurzweil, dont je vous ai parlé, le post-humaniste, lui il a une idée assez claire d'où ils vont, parce qu'il fait, il pilote la machine, mais ils sont une quinzaine, vous voyez, dans le monde. Alors moi je vois plus de danger là-dedans. Sans maintenant sous-estimer quand même la difficulté d'avoir un débat sur ces questions. Qui est spécialiste de l'homme, je veux dire. Bon. Mais le problème maintenant, c'est encore une fois, c'est que pour l'homme, on s'en est remis à ces 15 ingénieurs boutonneux, et alors que, au fond, vous voyez, on pourrait longuement disserter là-dessus. Personne n'a la propriété, naturellement, de l'homme, mais justement, surtout pas eux. Pour l'instant, c'est eux qui s'arrogent la propriété, vous comprenez? Donc mettons du débat, mettons du chaos, ça va être bordélique, je suis sûr, mais c'est l'homme, quoi. Il y a plus de vérité dans ce bordel que dans les certitudes des ingénieurs des GAFA, quoi. Vous n'avez pas peur que... Enfin, finalement, vous êtes formé à ça pour critiquer et réfléchir là-dessus, mais que certaines personnes qui vivent un peu dans la quotidienneté du smartphone, on ferait même, je sais pas, un référendum énorme pour savoir s'il faut prendre en question la médiatisation de la société, et que eux diraient non, c'est pratique, donc je m'en fiche, quoi. Eh bien, j'en suis consterné. Mais vous avez raison. J'en suis consterné. C'est la vérité. La chose qui m'inquiète le plus, encore plus, si vous voulez, que les GAFA, d'une certaine manière, c'est la non-conscience dans laquelle sont, en particulier,
les jeunes. Alors là, je me constitue en vieux con, moi-même, si vous voulez, mais c'est une vérité. Vous êtes les premiers. Moi, j'ai connu un monde, c'est vrai, où il n'y avait pas tout ça. Donc, bon, par définition, j'ai un regard plus distancé. Vous êtes nés, moi j'ai des enfants, j'ai une fille qui a 3 ans, 4 ans. Elle sait tapoter sur un écran tactile, elle sait choisir ses trucs et tout. Je suis halluciné, quoi. Pour elle, c'est quelque chose d'absolument. Oui, c'est comme une langue maternelle. Bon. Et donc, ça me consterne, la non-conscience. Et alors, il y a une chose qui me consterne encore plus, c'est appris aujourd'hui, avec toute l'affaire Facebook. Moi, j'étais là, je me disais, mais enfin, quoi. Et j'espérais que tous mes étudiants que je donnais en cours sur la technique, etc., ont vu ça. Parce que eux, justement, j'étais en face d'un public, 450 étudiants, qui me regardaient un peu comme un zombie, quoi. Bon, ils trouvaient ça intéressant, mais enfin, en même temps, je voyais bien qu'ils étaient sur Facebook pendant que je parlais, donc ils écoutaient qu'à moitié. Voilà, je me suis dit, mais ça va leur faire prendre conscience. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui par un article de journal? C'est que depuis qu'il y a eu l'affaire Facebook, il y a 60 millions d'utilisateurs en plus de Facebook. Facebook a fait un bond de 7% à la bourse. Alors là, je comprends plus. Vraiment, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Là, il faut réfléchir à ça, parce que donc c'est intéressant, si vous voulez, mais ça se heurte à la compréhension. Donc ça me consterne, si vous voulez. Ça me consterne. En fait, c'est justement à ça que je voulais venir là tout à l'heure quand je parlais de l'expertise, parce que c'est à partir de ce moment-là où est-ce que on peut encore légitimer aujourd'hui le fait que des gens se disent intellectuels, formés et capables d'indiquer à des gens qu'ils considèrent ne pas l'être, ou en tout cas à qui il faudrait apprendre des mesures à prendre, est-ce qu'on pourrait légitimer de les imposer peut-être, parce que ça devient dangereux d'imposer quelque chose à un peuple entier, parce que... Vous voyez, là vous raisonnez en... C'est exactement ça, vous raisonnez en penseur libéral, de la petite éthique, vous voyez. On ne peut pas imposer aux gens. Ben oui, c'est vrai, mais de coup, vous voyez, ce que vous dites, c'est exactement le symptôme de ce que je déplore, c'est que la petite éthique paralyse la réflexion. Elle paralyse la réflexion. Vous me dites qu'on ne peut pas forcer les gens. Ben oui, du point de vue de la petite éthique, vous avez raison. Ben c'est juste que ça deviendrait vraiment très vite dangereux d'autoriser des comportements comme ça. Malgré tout, mais regardez ce qui s'est passé avec la bioéthique. Parce que c'est un bon exemple. Dans les années 80, on a décidé, en particulier en France, ça a été les premiers, avec Mitterrand, ils ont dit, bon, parce qu'à ce moment il y avait le premier bébé prouesse qui venait d'être né, etc. Et donc on voyait bien qu'il y avait des développements incroyables. Et puis Mitterrand s'est dit, avec ses copains naturellement, bien informés, il s'est dit, bon, le droit n'est plus à la hauteur, le droit n'est pas à la hauteur quoi, de ces évolutions, il faut réfléchir, on ne sait pas quoi faire, etc. On va nommer un comité national d'éthique. C'est ce qu'il a fait. Bon, ça, j'appelle ça une institution. Alors bon, en France, c'est naturellement des experts, c'est tous des mandarins, bon, mais ça c'est la France, si vous voulez, voilà, chacun, bon, mais chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Eux, ils ont une élite formidable, c'est vrai, une élite intellectuelle formidable. Bon, ils font des comités avec l'élite, mais il y a tout à fait d'autres modèles, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus fluides, beaucoup plus discutionnels, si vous voulez, etc. Mais donc, voilà. On l'a fait là en France sur le mode de l'expertise. C'est vrai. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un comité d'éthique, ben, vous devez avoir un peu d'expertise quand même. Vous devez quand même un peu savoir. C'est un problème, mais c'est une réalité. Mais il n'empêche, vous voyez, moi je préfère un monde avec des comités d'experts qu'un monde sans comité d'experts du tout. Vous voyez. Et donc là, je pense qu'on en est à un point maintenant. On a un moment vraiment de bascule, me semble-t-il, où on devrait faire des états généraux du numérique ou des je sais pas quoi, une vaste conférence mondiale du numérique ou je sais pas quoi, quelque chose, on invente. Vous voyez, comme on l'a fait pour l'écologie. Bon, on l'a fait la COP21, on l'a fait. Bon, alors évidemment, on peut toujours râler que c'est pas assez, enfin c'est mieux que rien. Donc on a quand même fait quelque chose. Et donc moi je suis pour cette dynamique-là. Vous voyez, mais exactement à cause de ce que vous dites, on doit dépasser la petite éthique. Bon, il faut faire prendre conscience aux gens que c'est comme ça. Alors, ce truc de Facebook ne fait pas prendre conscience. Moi, ça me confirmait dans une crainte que j'ai depuis des années que je travaille, je réfléchis sur ces questions, c'est que vous avez tout à fait raison, c'est absolument pas les arguments des philosophes ou des intellectuels critiques, etc., qui va faire changer les choses. Ce qui va faire changer les choses, c'est comme avec Tchernobyl, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc quand quelqu'un va aller pirater toutes les big data sur les voitures et puis va faire 1 million d'accidents
en un clic, ben là, on va se dire, ah bah tiens, peut-être c'est pas si génial de se laisser piloter par des machines, de faire confiance au système, de se faire siphonner nos trucs, etc., etc., etc. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. C'est que c'est une catastrophe qui va faire prendre conscience parce que je sens bien, vous voyez, que mes arguments n'ont pas la portée mondiale qu'ils devraient avoir. Vous voyez. Il y a quand même un sujet qui embête les politiciens, c'est les mauvaises informations. Oui. Les fausses informations. Alors, ce n'est pas des big data, mais c'est aussi l'effet du réseau qui peut amplifier des choses qui sont vraies ou fausses, parce qu'ils disent que c'est faux une fois sur deux, c'est peut-être vrai une fois sur deux ou pas, on ne sait rien. Mais ça, c'est bien un sujet où les politiciens sont tous embêtés, que ce soit Macron qui dit finalement l'information au sujet de la truc, Trump qui dit tous les jours quelqu'un a une bonne information, c'est le même ce qu'il est. Enfin voilà, Poutine qui les gère un peu avant, enfin donc il y a quand même un sujet qui embête, mais c'est de nouveau peut-être de la petite éthique. Hein, C'est un peu de la petite éthique, et puis, mais vous voyez, mais c'est très caractéristique, c'est-à-dire qu'on aborde ces problèmes. C'est vrai, Macron veut une loi sur les fake news, je ne sais pas comment il va faire. Moi non plus, je sais pas. Mais Tout le monde est embêté. Tout le monde est embêté, mais vous voyez, c'est par le négatif, là. C'est parce que ça les embête qu'ils légifèrent. Donc on pourrait quand même légiférer à un moment où on se dit, non pas ça nous embêtera, mais qu'est-ce qu'on veut? Voilà, c'est ça la question. La question éthique la plus profonde, hein, moi ça fait quand même longtemps, je ne vais pas vous dire combien, que je réfléchis sur l'éthique, hein, ça a toujours été ma spécialité. J'ai toujours pensé, depuis le début, depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours pensé que la question éthique fondamentale, la plus profonde, c'est pas de dire, c'est pas de poser la question, est-ce que ceci c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que le clonage c'est bien, c'est pas bien, est-ce que le numérique c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est une question sur laquelle on peut avoir un avis, ça n'a aucun intérêt. Le pape a un avis, les journalistes ont un avis, tout le monde a un avis sur ces questions, c'est pas intéressant. La vraie question fondamentale, la plus profonde, et elle est vraiment profonde, c'est quel monde voulons-nous? Quel monde voulons-nous? Ça, c'est vraiment difficile. Vous voyez? Ça finit plus. Des questions? Merci pour cette présentation et pour toutes ces réponses. Et j'inviterai les personnes qui le désirent à en discuter encore autour d'un verre ou avec le professeur qui reste là. Merci beaucoup.